Mokelemembe et la croyance en l'existence du Mokelemembe. Et Benoît Grison, biologiste et sociologue des sciences, qui regarde tout cela d'un œil très intéressé. Les conditions de possibilité sont réunies pour qu'un tel animal puisse exister dans ce milieu. C'est possible. Mesdames et messieurs, préparez-vous maintenant à un choc. Car je vous apporte la nouvelle d'une découverte si stupéfiante qu'elle dépasse les exploits de Christophe Colomb, d'Edison et d'Einstein. L'animal était à environ 300 mètres du bord du lac. Nous avons pu progresser sur environ 60 mètres dans l'eau peu profonde. Nous nous sommes ainsi positionnés à une distance d'environ 240 mètres de l'animal. Celui-ci est alors devenu conscient de notre présence. Il regardait autour de lui comme pour déterminer la source du bruit. Un des villageois de bois hurlait de terreur sans pouvoir s'arrêter. La partie antérieure de l'animal était brune, tandis que l'arrière de son cou était noir et brillait au soleil. L'animal a partiellement gagné la surface. Il est resté visible durant 20 minutes, avec uniquement son cou et sa tête hors de l'eau. Puis, il a totalement plongé et disparu. Nous ne l'avons plus revu. On peut dire avec certitude que l'animal que nous avons vu était le Mokelemembe, qu'il est bien vivant et en outre, il est très connu par de nombreux habitants de la région de la Likwala. Le témoignage que vous venez d'entendre est celui de Marcelin Agnagna, un naturaliste congolais du parc de Brazzaville. En mai 1983, lors d'une expédition aux abords du lac Télé dans le nord-est du Congo, il a pu observer avec son équipe un animal de grande taille qui se déplaçait dans le lac avec un dos large, un long cou de 2 mètres et une petite tête de lézard. Voilà une description qui fait furieusement penser à un dinosaure. Absurde, me direz-vous. Pourtant, la survivance de dinosaures reliques dans les forêts inconnues d'Afrique était une théorie défendue par Bernard Heuvelmans dans son livre « Sur la piste des bêtes ignorées », publié en 1955. Avec ce livre fondateur, Heuvelmans a créé la cryptozoologie, qui s'intéresse aux animaux encore inconnus de la science. Il défend son hypothèse dinosaurienne au micro de Jacques Chancel dans l'émission Radioscopie de 1974. C'est un animal qui a l'apparence d'un dinosaure du type sauropode, c'est-à-dire brontosaure ou diplodocus, mais d'une taille tout de même plus réduite que ceux du secondaire. Mais vous pensez qu'il y a encore des dinosaures ? C'est possible. Rien ne s'oppose à cela. Il y a des contrées à la frontière, n'est-ce pas, de la Centrafrique, du Congo et du Gabon, qui sont des forêts, de la grande forêt inondée, dans laquelle on ne peut pratiquement pas s'aventurer. Personne n'y est encore allé. Pas profondément. On se croirait dans le roman génial de Sir Arthur Conan Doyle, Le Monde perdu, adapté au cinéma en 1960 par Irving Allen. L'histoire raconte comment l'excentrique professeur Challenger veut prouver au monde entier qu'il existe en Amérique du Sud une région inexplorée où vivent encore des dinosaures. Nous savons que ce sont des êtres gigantesques de la période jurassique depuis longtemps révolus. Autrement dit, des dinosaures vivants. Imposteur! Habler! C'est ridicule! Menteur! Je suppose que vous avez des photographies de ces dinosaures, professeur. Non, monsieur, je n'ai aucune photographie. Le bateau qui me ramenait par la rivière a coulé et tout mon équipement a disparu. Dommage. Dans la réalité, c'est un article écrit par un certain Ivan Sanderson en 1948 qui va mettre le feu aux poudres et embraser les imaginations. C'est le 3 janvier 1948. Egon Kragel, passionné de cryptozoologie. Il écrit un article pour le Saturday Evening Post intitulé « There could be dinosaurs ». Il pourrait exister encore aujourd'hui des dinosaures vivants. Et en fait, ce papier a créé des tas de vocations. Il a été le premier à soulever ce problème-là en se disant que peut-être dans les marécages, dans les fleuves d'Afrique, notamment d'Afrique centrale, il existait peut-être un sauropode, un ancien saurien. On sait que ce sont des endroits absolument vierges, qui sont pratiquement intacts et qui n'ont pas bougé depuis le Crétacé, donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Egon Kragel, comme tout bon passionné de cryptozoologie, sait que depuis des dizaines et même des centaines d'années, on recueille des témoignages venus du fin fond de l'Afrique concernant un animal étrange au nom tout aussi étrange. On l'appelle le Mokelemembe. La folle saga du Mokelemembe commence en 1776.
dans un livre écrit par l'abbé Liévin Bonaventure Proyard, qui décrit les périples des prêtres catholiques, en fait, qui se rendaient en Afrique centrale pour évangéliser les autochtones. Le territoire évoqué par cet homme d'église correspond aujourd'hui en gros au Gabon, au Cameroun et au Congo. Et on trouve dans cet ouvrage bon nombre de détails concernant la faune locale. Et puis il y a une anecdote étonnante. On apprend que les prêtres français de l'époque ont relevé dans la forêt les traces d'un animal. Un animal, nous dit-on, impossible à observer, mais qui doit être monstrueux, vu les empreintes qu'il laisse sur le sol et qui atteignent près de 90 cm de circonférence. C'est la première fois qu'on entend parler d'une sorte de monstre clandestin qui hante les marécages d'Afrique centrale. Un siècle plus tard, c'est aux environs de 1870, autour d'un jeune Britannique qui s'appelle Alfred Aloysius Smith, qui va évoquer une drôle de créature. Lui, il travaille pour une société de commerce et il se rend au Gabon. Il en profite d'ailleurs pour rédiger un ouvrage qui s'intitule Trader Horn, et il évoque aussi un étrange animal qui aurait 2 noms. Alors lui, il écrit: les gens d'ici me disent que le jagonini vit dans les marais et les rivières. Ce sont des plongeurs géants qui surgissent parfois de l'eau pour dévorer les hommes. Les villageois disent que leurs grands-pères les ont vus et ils y croient, tout comme la Mali. Moi, j'ai tendance à croire qu'il s'agit en fait du même animal. Et moi, j'ai personnellement vu les empreintes laissées par la Mali. Elles ont la taille d'une grosse poêle à frire et comportent 3 griffes au lieu de 5. Et ça, c'est un détail génial, parce que c'est un détail qui va revenir souvent. En 1909, le lieutenant Paul Kratz mène une expédition le long des rivières d'Afrique centrale, et lorsqu'il atteint le lac Bangolou, dans l'actuelle Zambie, il note que dans les marais vit le tsanga, un animal craint par les indigènes, une sorte de saurien que l'on pourrait peut-être confondre avec un crocodile, sauf que sa peau est dépourvue d'écailles et que ses pattes sont armées de griffes, et peut-être de 3 griffes. La même année, toujours en 1909, Karl Hagenbeck, célèbre marchand d'animaux et concepteur du parc zoologique allemand, lui raconte dans son ouvrage qui s'intitule Des bêtes et des hommes que 2 personnes, dont un chasseur expérimenté, lui ont parlé, je le cite, d'un énorme monstre, moitié éléphant, moitié dragon, qui vit en Afrique centrale. Et d'ailleurs, le naturaliste Joseph Menges lui confirme l'existence d'un tel monstre. Il ajoute que les indigènes décrivent une sorte de dinosaure assez proche du brontosaure. Le mot est lancé, on parle de dinosaure. Peut-on réellement croire toutes ces histoires de monstres, de dragons, de dinosaures africains qu'on n'appelle pas encore le Mokele Mbembe ? Pour nous éclairer, il est temps de présenter Michel Ballot, le plus grand spécialiste au monde de cet animal fantastique. Il le traque depuis près de 20 ans, avec des intentions pacifiques et scientifiques. Pour lui, les témoignages historiques concernant cette créature ont une importance capitale. L'histoire du Mokele Mbembe, il faut d'abord le mettre dans un contexte général de recherche d'animaux un peu monstrueux qui a commencé au début du XXe siècle. Michel Ballot, chercheur, cryptozoologue, spécialiste du Mokele Mbembe. En 1910, un journal américain avait titré « Existe-t-il encore des brontosaures dans les marais africains ?» Le Washington Post, de la même année, postait une énorme bête, moitié dragon, moitié éléphant, vivrait en Rhodésie. Et puis, il y a eu l'apport, au début du XXe siècle, de Karl Hagenbeck et du major Schomburg, qui étaient des Allemands, qui étaient tous 2 marchands d'animaux, et qui furent vraiment les premiers Européens à entendre parler de l'existence de ces animaux inconnus sur le continent noir, qui, comme vous le savez bien, étaient très peu explorés à l'époque. Alors il faut quand même rappeler que Hans Schomburg a été le découvreur de l'hippopotame pygmée au Libéria, et finalement il s'est demandé si dans des lacs inexplorés d'Afrique centrale, eh bien, on ne pourrait pas trouver des espèces encore vivantes. Donc il y a tout un contexte qui est favorable à ce qu'on trouve des presque, entre guillemets, des dinosaures vivants en Afrique centrale au début du XXe siècle. Mais le fait le plus important concernant le Mokele Mbembe, c'est la découverte en 1913 d'un rapport qui a été fait par un Allemand, capitaine von Stein. Le capitaine
envoyé en mission au Cameroun et à la frontière du Congo, écrit dans son rapport officiel que dans les rivières Ubangi, Sanga et Ikelamba vit une drôle de bête. Il écrit « Egon Kragel. L'animal serait de couleur marron-gris. Sa peau est lisse. Il aurait sensiblement la taille d'un éléphant ou d'un hippopotame. Il a un cou très long et flexible et il possède une seule et longue dent. Certains m'ont dit qu'il était pourvu d'une queue longue et puissante comme un alligator. D'ailleurs, il renverse et détruit à l'aide de cette queue les embarcations qui s'aventurent trop près de lui. Et il tue les hommes qui sont à l'intérieur, mais sans jamais les dévorer. On raconte que cet animal vit dans des tanières, battu par les eaux, sur la rive boueuse des rivières. Mais il se rend sur la terre ferme en plein jour pour aller se nourrir. Son régime est exclusivement végétarien. Et cette précision aurait tendance à prouver qu'il ne s'agit pas là d'un animal mythique. D'ailleurs, on m'a montré sa nourriture de prédilection. C'est une sorte de liane, pourvue de fleurs blanches dont la sève est laiteuse et qui produit des fruits semblables aux pommes. Et cet animal s'appelle le Mokele-Mambé. En dialecte lingala, Mokele-Mambé signifie celui qui peut arrêter le flux de la rivière. L'animal, en fait, semble vivre dans l'eau, il semble être aquatique. Egon Kragel. On le localise dans les zones les plus reculées d'Afrique centrale, notamment au cœur du bassin du Congo, au pays des Pygmées. Et ce sont d'ailleurs les Pygmées du Cameroun, du Gabon et du Congo qui ont révélé son existence aux premiers explorateurs, chasseurs, missionnaires et militaires européens. Les Africains du cru, qui connaissent parfaitement leur territoire, le craignent plus que tout. Ils prétendent que c'est l'animal qui domine la forêt. Et même si ce dragon est exclusivement végétarien, les natifs d'Epena confient qu'ils ne se rendent jamais en fin d'après-midi sur les rives de la rivière, car c'est le moment où le monstre sort de l'eau en quête de nourriture. Tout cela fait un peu référence aux dinosaures. Michel Ballot. Mais il est certain que en 1913, au sud du Cameroun et au nord Congo, les Pygmées, Baka en particulier, n'avaient jamais entendu parler de dinosaures et n'avaient jamais vu un dinosaure. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, ce premier témoignage est un témoignage assez exceptionnel, puisque ça vient d'abord d'un témoignage historique très ancien, d'une population locale pygmée qui, d'emblée, a parlé de cet animal au capitaine Weinstein. Donc là, le tableau est un peu... on commence à peindre le tableau et à connaître la carte d'identité de ce fameux Mokele-Mambé à partir des premières indications que nous rapporta le capitaine Weinstein. Incroyable. Et donc, ça revient, cette histoire arrive en Europe grâce à ce capitaine. Et on prend ça au sérieux dans la communauté scientifique ou pas du tout? Non, on ne prend pas ça au sérieux puisque en 1916, les Allemands vont perdre la guerre contre la France au Cameroun. Le Cameroun donc va être divisé en partie anglophone et en partie francophone à partir de 1916. Et puis on oublie. Le rapport a été ressorti de nombreuses années plus tard. Mais en réalité, les Américains en particulier ont continué jusque dans les années 40-50, ont continué à s'intéresser, à rechercher ces animaux mystérieux. Alors il y a eu quelques expéditions, mais enfin rien de probant. Pour tenter de l'apercevoir, ce n'est pas une mince affaire. Egon Kragel. La plupart des observations ont lieu dans les marais de la Likwala, un des départements de la République du Congo, situé dans le nord du pays, qui couvre une surface à peu près de 140 000 km², très vaste. Alors l'environnement est difficilement pénétrable et hostile parce que entre les serpents venimeux, notamment le redoutable mamba vert, les araignées et les maladies transmises par les insectes et les moustiques, la plupart des expéditions, les premières expéditions ont tourné au désastre. Mais il semblerait que l'animal daigne se montrer très modestement dès 1932 lors d'une expédition à laquelle participent les naturalistes Ivan Sanderson et Gerald Russell. Alors que les deux hommes naviguent paisiblement sur la rivière Menyu, à l'ouest du Cameroun, rivière dont la berge est parsemée de grottes, ils perçoivent soudain une énorme agitation comme deux bêtes s'affrontant. Puis le dos d'un énorme animal
émergent à la surface des flots avant de s'abîmer à nouveau dans les profondeurs. Et en amont, près de la rivière Cross, ils relèvent également d'énormes empreintes semblables à celles d'hippopotames, mais qui ne correspondent à aucune bête fluviale connue. En 1937, Discovery publie un article du capitaine William Hitchens intitulé « African Mystery Beasts », les bêtes mystérieuses d'Afrique. Et dans un paragraphe évoquant des lézards colossaux, Hitchens rapporte « Plusieurs récits parlent d'un lézard gigantesque, muni d'un cou de girafe, de pattes comme celles d'un éléphant, d'une petite tête semblable à un serpent et d'une queue de 9 mètres de long. Plusieurs chasseurs blancs ont affirmé avoir suivi de telles créatures. La Smithsonian Institution a dépêché il y a quelques années une expédition pour localiser cet animal, mais le projet malheureusement a tourné au désastre. Et puis il y a quand même, avant l'époque moderne, Michel Ballot. Il y a quand même certaines observations très intéressantes. L'une vient d'un Français, un dénommé Robert Léouard. Robert Léouard était ingénieur en communication et y vécut au Congo-Brazzaville de 1924 à 1933. Et ce monsieur Léouard était un grand chasseur. Et lors d'une chasse dans une zone vers le lac Télé au nord du Gabon, il fut témoin d'une scène extraordinaire qu'il raconta des années plus tard à son fils Raoul Léouard, qui était fondateur de la revue d'art Afrique noire à l'époque, dans les années 20. Et ce Robert Léouard assista, d'après ses dires, à un combat entre un crocodile et un animal gigantesque, toujours à l'allure de dinosaure, avec une longue queue, avec un long cou, qui mesurait près de 10 mètres. Et pour corroborer ses dires, il emmena des années plus tard ses petits-enfants au Muséum d'histoire naturelle de Paris, en leur montrant un squelette de Diplodocus, en leur disant voilà l'animal que j'ai vu. Et puis, fin des années 50, il y a ce fameux épisode qui est bien connu de la cryptozoologie africaine, où aurait été tué en 1958 à l'embouchure d'une des rivières qui sortent du lac, un animal qui s'était engagé dans le lac, et ces animaux effroyaient en réalité les pêcheurs. Et les pêcheurs eurent l'idée de construire 7 barrages formés par 2 pieux reliés par des lianes. L'un des 2 animaux s'échappa, mais l'autre fut tué, soi-disant mangé, et cette scène se serait produite au nord du lac Télé, au Congo-Brazzaville. Exactement comme dans Le Monde perdu, film de 1960, des vrais scientifiques vont partir pour l'Afrique pour prouver l'existence d'un dinosaure. Venez, professeur, faites vite! Qu'est-ce que ça pouvait bien... Eh bien, pour hasarder une hypothèse, je dirais que nous avons eu la visite d'un spécimen adulte de dinosaure du Jurassique. Roy McCall, biologiste de l'Université de Chicago, va mener des expéditions dans les années 80 qui vont captiver les médias. Je suis de plus en plus convaincu que nous sommes face à un animal réel, qui a peut-être disparu dans un passé récent, mais un animal bien réel. Si on croit les Congolais et les Pygmées, ces animaux vivent encore aujourd'hui dans la rivière Likuala ou à proximité, et peut-être même dans le lac Télé. En conclusion, il y a donc bien là-bas une forme vivante, une espèce inconnue de la science. L'expédition de 80, McCall a eu quelques témoignages intéressants. Michel Ballot, chercheur, cryptozoologue, spécialiste du Mokele Mbembe. Mais c'est surtout en 1981 qu'il récolte une trentaine de témoignages, qu'il trouve des empreintes. Il a des témoignages d'un bûcheron. Un animal aurait fui devant le bûcheron, arrachant des branches, laissant des empreintes de 25 cm de diamètre, avec une trouée dans la jungle de 3 mètres de large. En 1980, il est accompagné du regretté Richard Greenwell. Il trouve de la végétation endommagée, des empreintes très étranges. Ils entendent un énorme animal et voient le sillage de ce gros animal plonger très près d'eux. Les pisteurs lui disent que c'est impossible que ce soit des éléphants ou des crocos, puisque l'éléphant, bien entendu, lorsqu'il plonge, remonte
les trompes. Et le croco, on ne voit pas de sillage lorsqu'un croco rentre dans l'eau. Le professeur Macal, qui travaille sur une rivière du Congo qui s'appelle la Likwala aux herbes, a quand même des résultats très satisfaisants en 1980. Et Roy McCall va écrire un livre. Egon Kragel, passionné de cryptozoologie. A Living Dinosaur in Search of Mokelebambe. Existe-t-il un dinosaure vivant à la recherche du Mokelebambe? Ce livre, qui est préfacé par Bernard Revelmans et publié en 87, est devenu l'ouvrage, la référence absolue concernant le cryptide du Congo. Macal reste, depuis les écrits de Velmans de 1955 et de 1978, un chercheur très important dans la recherche du Mokele, puisque il est, je pense, avec Powell, le premier à faire une recherche moderne sur cet animal. Et enfin, en 1988, une équipe de télévision japonaise survole le lac et, surprise, filme une forme sombre qui crève la surface en provoquant un remous. Et en visionnant ce bout de pellicule de 15 secondes, on distingue à l'avant une sorte de protubérance verticale qui semble être un long cou. Et aussi floue soit-elle, ces images sont peut-être les seules que nous possédons du Mokelemembe. Est-ce qu'on le cherche encore aujourd'hui ? Alors, on le cherche encore aujourd'hui. Un explorateur français qui s'appelle Michel Ballot multiplie, lui, les expéditions au cœur du Congo. C'est la rencontre, dit-il, que tu espères toute ta vie. Il a publié d'ailleurs un livre qui s'appelle « À la recherche du Mokelemembe » qui est paru en 2014. C'est intéressant parce que il dit que ce genre d'aventure, d'ailleurs, comporte également une composante écologique et sociale parce que, en cherchant le cryptide, lui, il vient en aide aux derniers pygmées et il dénonce notamment le braconnage des éléphants. Voilà. Et par la même occasion, au fil des longs fleuves africains, il réenchante nos quotidiens, ce qui est une belle histoire. Comme nous l'avons déjà dit, Michel Ballot, qui a la gentillesse de répondre à nos questions, est sans doute le plus grand connaisseur du Mokelembembe au monde. Sa passion et sa quête du dragon africain remontent à de nombreuses années. Qu'est-ce qui m'a poussé sur la piste du Mokele ? Dans mes années d'étudiant, j'aidais Bernard Revelmans à faire l'intégralité de ses recherches bibliographiques, tant pour les derniers dragons d'Afrique que pour les bêtes humaines d'Afrique qui concernent tous les hominidés anthropoïdes inconnus d'Afrique centrale. Je faisais pour Bernard des recherches pré-interbibliothèque. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. À l'époque, il avait son centre de recherche en Dordogne. Et en 1986, je suis avec lui sur ce dossier Mokele. Il me dit, mais Michel, plus tard, ce sera à vous d'aller chercher cet animal. Moi, je ne peux pas. J'ai des problèmes de cataracte et compagnie. Je ne peux pas. Et puis, il a fallu attendre quand même des années. Avant d'aller chercher un animal inconnu, il faut travailler théoriquement dessus, sur les témoignages anciens, etc. Et c'est en 2004 que j'ai commencé ma toute première expédition dans cette zone Nord-Gabon, sud-est Cameroun. Alors j'ai tout laissé tomber, j'ai créé une association qui permet avec certains autres explorateurs de partir dans ces zones assez régulièrement. J'ai laissé tomber mon travail de juriste que j'avais à l'époque et je me suis investi totalement dans cette recherche sur le terrain. Je commence en 2004 dans une zone qui est à l'extrême sud du Cameroun, frontalière avec le Congo-Brazzaville, et je suis parti sans a priori. Alors j'aimerais vous demander, vous dites vous partez sans a priori, mais quand vous commencez, vous êtes convaincu qu'on peut trouver un animal de grande taille inconnu dans cette région? Ah oui, je suis convaincu, bien sûr, je suis convaincu, mais par les écrits, par la théorie, par tout ce que j'ai lu, par tout ce que j'ai pu travailler avec d'autres personnes. Mais quand je suis dans cette zone-là, lorsque je parle aux pygmées,
Je leur dis, je veux voir les animaux qu'il y a dans la forêt. Et c'est peu à peu avec eux que c'est eux-mêmes qui vont me parler de cet animal. Mais jamais je leur dis je veux aller voir le Mokele-mbembe. Là, c'est une grosse faute de dire ça. C'est-à-dire, il faut aller vers eux en leur disant je veux que vous me montriez certains animaux de la forêt. Et puis dans les conversations, vous leur demandez mais est-ce qu'il n'y a pas des animaux que vous voyez peu, dont vous avez peur, etc., etc. Et c'est là, petit à petit, que les langues se délient. Mais souvent, il faut des années pour qu'ils aient confiance en vous. Tu peux me raconter ce qui s'est passé? Comment tu as vu la bête? On a vu le corps, ça monte, ça bouge l'eau comme ça, dans le sol là, ça ne sort pas le corps. C'était lui. Mais c'était gros? C'était gros. C'est gros, quand ça bouge l'eau, ça même l'eau gros. Et tu as vu quoi, l'animal en entier? J'ai vu quelque chose dans l'eau de Mokele-mbembe. C'est lui. T'as vu que la tête? C'est son nom. Et tu crois qu'il existe toujours cet animal? C'est lui. C'est lui. C'est lui. Il se cache. Il se cache. Quels sont les témoignages que vous avez recueillis tout au long de vos expéditions qui vous ont le plus impressionné? Les témoignages sur la rivière Bumba. On avait vu les Mokele, les bêtes Mokele. C'est la première fois que tu le voyais? Oui, c'est ma première fois de voir ça. Depuis qu'on a vu ça, depuis jusqu'à maintenant, on n'est pas encore le vu encore. Tu l'as plus jamais vu? Oui. Ils avaient sorti, ils viennent tout voir sur le caillou comme ça, ils viennent te reposer pour prendre un peu la chaleur. Et là, qu'est-ce qui s'est passé là? Il est parti dans l'eau? Comment vous... Comme on a lui trouvé, les gars appelés des Ndongo. Les gens des Ndongo là, ils les menacent. Pour qu'ils partent à la pêche là-bas, ils partent faire la pêche là-bas, ils ne veulent pas que les gens arrivent là-bas. Et toujours le même dénominateur commun de ces témoignages, c'est j'ai aperçu plusieurs fois le Mokele-mbembe. Il sort souvent la tête, il sort souvent le dos de l'eau. Ma pirogue a failli chavirer. Sur son dos, il y a très souvent des algues. C'est un animal qui est géant. Il a un long cou, il a même des épines sur le dos. La queue est très longue, avec des épines au bout de sa queue. Nos anciens avaient peur de lui parce que il pouvait casser les pirogues. Tu peux nous décrire l'animal, le Mokele? Bien sûr, il était géant comme ça, avec un long cou, avec sa petite tête comme ça. Il avait les griffes derrière. Des griffes? Les griffes. C'est quoi les avec griffes? Des griffes? Comment c'est les griffes? Les choses qui cassent aussi avec la pirogue, parce qu'il est méchant. Avec ses griffes, il peut casser les pirogues? Oui. Des fois, si tu montes comme ça, si tu ne connais pas la nuit, tu viens avec la pirogue, il peut fendre la pirogue avec, il te mange. C'est méchant. Jusqu'à l'heure actuelle, les pêcheurs de Ndongo, ils ont peur de l'endroit là aussi. Ils ont peur de l'endroit là aussi. D'accord. Les griffes, elles étaient sur le dos? C'est le griffe, ça commence ici là, en allant jusqu'à sur la quai. Ah oui, d'accord. Et il a une grande queue? Oh. Tu te souviens? Non? Ouais. Tu te souviens pas? Il était couché. Il était couché. Comme nous, on avait peur aussi. On a, dans ces années-là, de ces premières années d'expédition, j'ai récolté à peu près une cinquantaine de témoignages qui disent la même chose sur la morphologie de l'animal. Petite tête de serpent, long cou, des épines, des griffes sur la tête, des scies sur le dos, ça peut être des excroissances soit cervicales ou dorsales, c'est possible. Une longue queue qui est très puissante comme celle du crocodile. Et il sort de l'eau souvent couvert de boue. On a une carte d'identité qui, je vous le rappelle, finalement est pratiquement la même que celle de notre brave capitaine allemand, le capitaine von Stein, de 1913. Donc en réalité,
sur pratiquement un siècle, la morphologie de l'animal est toujours la même. En 2011, une réalisatrice de documentaire, Marie Voignier, rencontre Michel Ballot. Elle décide de partir avec lui dans les forêts africaines afin de réaliser un film sur son travail, intitulé « L'hypothèse du Mokele Mbembe ». Ça fait 2 jours que je suis là, j'ai pas vu de bête. Hein. Ça vient ici le moment des loquences, l'eau monte. Pour le moment, c'est le début là. Ah, pendant la saison des pluies? Oui. C'est tout le mois d'octobre. En octobre En octobre. Que ça part. Quand l'eau descend aussi, il descend. Il voyage aussi comme... Mais quand tu es chez toi là-haut, là, tu l'entends la nuit cet animal? Aussi. Même les gens d'en haut, ils comprennent. Même ceux du village là-haut? Si. Et comment ça fait la nuit? Ça fait le bruit. Boum, 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 boum. Des fois, il dort ici. Il fait ici 2 jours. Là, ici, quand il tourne sur place, ça fait aussi boum, boum, boum. Et c'est pas le bruit du bac là? Non, c'est pas ça. C'est pas l'eau sous le bac qui fait du bruit? C'est pas l'eau. C'est un animal qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu aussi. Parce que dès que ça sort dans l'eau, on voit seulement l'eau qui monte en haut. On ne voit pas ce qui est à l'intérieur. Et l'eau monte même haut? Tous les pêcheurs poussent le bac. Même les pêcheurs? Même les pêcheurs comprennent aussi. Les pêcheurs ont aussi fui en bas à cause de la bête. Ça fait un grand bruit. Je ne connaissais pas du tout le Mokele Mbembe, c'est vraiment à travers les recherches de Michel Ballot que j'en ai entendu parler pour la première fois. Enfin, à vrai dire, je ne connaissais absolument rien, bien sûr, en cryptozoologie. Enfin, au départ, j'avais bien, comme tout le monde, entendu parler du Yeti ou du monstre du Loch Ness ou de ce genre d'animaux un peu blagues ou pas forcément pris au sérieux d'ailleurs par certains cryptozoologues eux-mêmes. Mais j'ignorais qu'il y avait tout un tas d'autres espèces et j'ignorais surtout que certaines espèces cryptozoologiques avaient rejoint la zoologie officielle puisque on en avait prouvé l'existence entre-temps. Donc tout ça, je l'ai vraiment découvert au moment de faire le film et j'en avais pas idée auparavant. Moi, la première fois que j'ai rencontré Michel Ballot, que je suis venue, qui m'a invitée chez lui pour me montrer la documentation qu'il avait sur l'animal, le Mokele Mbembe, on a passé plusieurs heures ensemble et pendant tout ce temps-là, on parlait du Mokele Mbembe et donc je faisais l'hypothèse de son existence pour parler du fait qu'il ait ou non une crête dorsale ou des écailles ou des poils. À un moment donné, quand on a un objet d'étude, qu'il soit cinématographique ou scientifique, il est nécessaire de faire l'hypothèse de son existence. Donc moi, c'est ça qui m'a intéressée, parce que c'est l'objet même du cinéma, c'est qu'à un moment donné, on se projette dans un film, on fait l'hypothèse que ce qu'on voit, c'est vrai, et avec le Mokele Mbembe, c'est un petit peu pareil. Pour en parler, pour avancer sur cette question, quand on en parle, ou quand on écoute des témoignages de personnes qui l'ont vu, on est dans l'hypothèse que c'est vrai. Dans ce moment-là, où on fait cette prémisse-là. Et dans ce moment-là, précisément, on n'est pas du tout à distance, on est dedans avec les autres, et puis après, il y a d'autres moments où on est plus loin. Donc, moi, ma distance au Mokele Mbembe, elle est très variable selon les moments de la préparation du film, du tournage, du montage du film. Tu n'as jamais vu de traces? Non. Ça veut dire que même le corps, je n'ai jamais vu. C'est pour cela qu'on dit que peut-être c'est le Mokele Mbembe. Ça bouge la terre. Oui. C'est pas un gros poisson? Non. Non. Vas-y. Non, ce n'est pas un gros poisson. Ça, c'est animal. Tous les pêcheurs me disent un seul mot, qu'il est là. Ça a son endroit et c'est profond. Vous avez déjà entendu parler de cet animal? Ça, c'est le Mokele Mbembe. C'est le Mokele Mbembe.
C'est quoi cet animal? Ça existe? Je ne sais pas, je viens ici pour savoir si ça existe. Qu'est-ce qui vous a dit votre frère, madame, à propos de cet animal? Bon, parce que à propos de cet animal, mon frère est parti là-bas à la Bumba. Il a fait la Bumba comme ça, comme l'arc-en-ciel qui fait en haut là. Bon, il vous a amené, on vous a amené là-bas, non? Je me souviens l'année dernière. Oui. Avec Janvier. Oui, avec Janvier, oui. On vous a amené là-bas, c'était ça. Parce que nous, on ne connaît pas cet animal. Quelque chose s'élève comme ça, il barre l'eau comme ça là. Il fait comme ça, comme l'arc-en-ciel en haut comme ça là. Et c'était un animal? Nous, on ne connaît pas. On a dit peut-être sur le Mokele Mbembe. Vous avez fait la construction du barrage. Et pendant la construction du barrage, oui, il y a des gens qui ont vu ce Mokele Mbembe? Mon frère, mon petit frère, comme ça. Votre Même moi frère aussi, moi je connais. Et comment il vous l'a décrit? Comment il était, cet animal? C'était un genre qui était comme... Je peux dire comme... Il avait comme si c'était les feuilles qui étaient entre lui comme ça là. Comme ça, entre lui comme ça. Des feuilles qui étaient entre lui? Oui, il a fait comme ça là. Ça veut dire qu'il avait des feuilles sur le dos? Oui. C'est comme ça qui s'est passé. Et est-ce que les gens qui ont vu cet animal ont vu sa tête? Non, on n'a pas vu la tête. Non, ça m'a vu. Il a tourné, il a fait comme ça là, comme ça là. Il a piqué comme ça là. Moi, je suis un petit peu arrivée dans la cryptozoologie par le côté, je dirais... Marie Voignier, réalisatrice. Et du coup, je me suis pas vraiment posé la question de l'existence ou de la non-existence concrète du Mokele Mbembe. Moi, ce qui m'a d'emblée fascinée, c'est la recherche du Mokele Mbembe et la croyance en l'existence du Mokele Mbembe. C'est ce qui m'a intéressée chez Michel Ballot ou chez d'autres cryptozoologues. C'est les moyens, les méthodologies mises en œuvre pour chercher un animal considéré comme non existant, a priori, pour la science officielle. Donc, ce n'est pas directement la bête qui m'a intéressée, et ça j'en ai aussi très rapidement discuté avec Michel Ballot lui-même. C'est-à-dire que c'est ni la bête, le Mokele Mbembe qui m'intéresse, ni Michel Ballot en tant que Michel Ballot qui m'intéresse, c'est vraiment leur relation. C'est cet homme qui cherche cette bête qui est décrite par d'autres hommes et femmes. Donc c'est plutôt le champ de relation entre des croyances, des savoirs, des témoignages, des personnes qui m'a complètement absorbée en fait. Et je me suis très peu posé l'existence concrète, en tout cas j'ai jamais pensé que c'était important que je tranche, et surtout au contraire pour le film et pour le bon déroulement du film, il était beaucoup plus intéressant que mon opinion là-dessus soit pas tellement précise, ni formulée, ni explicite. C'était pas du tout l'objet du film. Ici, c'était la terre, juste là-bas. Bon, après son mouvement, ça a donné un tonnerre. Et vous croyez que c'est le Mokele Mbembe qui aurait fait cela? Oui. Et puis, de temps en temps, que les parents passaient ici pour Molundu, ils le voyaient. Et vous ne le voyez plus, cet animal actuellement? C'est dans la nuit. Dans la nuit, on peut vite le voir. Et c'est un animal miraculeux. C'est pour le voir. Ouais, c'est quand même très bizarre. C'est dur pour y aller, non, en pirogue? Ça fait peur. Hein. Ce que vous voyez là, c'est profond. Hein. Moi, je suis là pour essayer de le voir. Hein. Vous lui tentez? Les Américains ont tout fait pour le capturer. Je ne sais pas s'ils l'ont vu. Ce qui est très intéressant avec le Mokele Mbembe, c'est qu'il est appelé dinosaure par les gens qu'on a pu rencontrer parfois, parce que dans les années 80-90, les Américains ont fait des recherches sur le Mokele Mbembe et leur hypothèse était que c'était un dinosaure. Et donc, ils le décrivaient aux populations locales comme un dinosaure. Cette description par des Américains blancs qui venaient chercher le dinosaure a été intégrée par les gens eux-mêmes, qui ont intégré ce savoir extérieur à leur témoignage. Et donc, aujourd'hui, quand on a accès à certains témoignages, ils nous parlent du dinosaure. Donc c'est quelque chose de vivant, c'est pas un mythe ou une légende du passé enfermée et qui serait comme ça préservé du passé, pas du tout. C'est quelque chose de vivant qui s'alimente de la recherche même. C'est-à-dire que Michel, en cherchant le Mokele Mbembe, sa recherche contribue à faire exister le Mokele Mbembe aussi, et contribue à le modifier aux yeux même des populations avec lesquelles il parle. J'ai toujours un classeur vert avec moi, où j'ai tous les animaux, en photo, en dessin, etc. du continent africain. Michel Ballot,
chercheur, cryptozoologue, spécialiste du Mokele Mbembe. Et puis de temps en temps, au milieu, je mets un diplodocus, un stégosaure, un tricératops, des espèces comme ça. Et puis très souvent, c'était assez impressionnant, le pygmée qui vit en pleine forêt, ou le vieux pygmée qui vit dans sa petite hutte en pleine forêt, qui a vu très peu de blancs, etc., vous pointe du doigt, l'animal, c'est celui-là que j'ai vu. Et c'est ça qui permet toujours de relancer les recherches. Ça, c'est le dessin ou bien c'est la photo? C'est un dessin, ça, monsieur. On n'a pas de photo. Ça, on a dessiné seulement. Voilà, c'est moi qui ai dessiné. Voilà. Comment vous pouvez dessiner quelque chose que vous n'avez pas encore vu? D'après les témoins. Quand on parcourt la forêt depuis plusieurs années, on a des témoins, des gens qui nous disent « on a vu cet animal ». Par exemple, vous voyez là, on a un témoin qui nous a dessiné même cet animal. Vous voyez? Voilà. Donc d'après des représentations comme ça qui peuvent être faites par vous, par madame, on en arrive à faire des représentations plus zoologiquement parlantes. Voilà. Il est certain que ces recherches sur la Bumba ont été très intéressantes pour mes premières années, puisque j'avais finalement dressé quand même une carte d'identité de l'animal qui était la même que celle qu'on connaissait depuis un siècle, mais dans une région bien précise, dans une région très très peu explorée. Mais au bout d'un moment, si vous voulez, dans une recherche personnelle, on patine. C'est-à-dire qu'on a toujours les mêmes témoignages, on est dans une zone qui fait quand même des dizaines de kilomètres carrés, donc on a envie d'aller plus loin. Voilà, nous sommes en train d'arriver sur les premières petites chutes Enki. Cette arrivée est toujours assez impressionnante. Nous sommes vraiment le plus près possible des petites chutes. Très très impressionnant. Cette forêt qui nous entoure. Nous allons aller à pied jusqu'aux grandes chutes, bien entendu. C'est l'Afrique profonde, mystérieuse. Bon, près de 4 heures de marche déjà dans cette forêt. Trop difficile. Trop difficile. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est trop dur. Le corps est dur, il s'abîme. Nous sommes entourés par la forêt. Et c'est vraiment très difficile ce matin. J'espère qu'on sortira de cette forêt avant ce soir pour pouvoir monter le premier campement. Avec notre équipe, on a découvert les premières traces probantes de cet animal sur des îles, sur le fleuve Dja, en période sèche. Et on a trouvé en 2016, en 2018 et en 2019 des traces spectaculaires que nos pisteurs et que les écogardes n'ont jamais réussi à nous dire que c'était par exemple des traces d'un éléphant ou de gros crocodiles, etc., puisqu'il n'y a pas d'hippopotame dans cette zone. Et tous les gens de cette région ont été stupéfaits qu'on puisse découvrir ces traces. Ces traces qui ont été découvertes en 2016, en 2018 et en 2019 nous ont fait avancer dans notre recherche pour aller encore plus loin, puisque j'ai envoyé les photos de ces traces à Éric Buffetot, mais aussi à Benoît Grison, qui est un scientifique extraordinaire qui nous aide au niveau de la crédibilité de nos recherches dans les traces que nous avons trouvées. Et ni l'un ni l'autre n'arrive à mettre un nom sur ces traces.
Michel Ballot m'a envoyé des photos d'empreintes qu'il a trouvées sur les bords de rivières. Éric Buffetot, paléontologue et chercheur au CNRS. Et quelquefois, on se demande vraiment ce que ça peut bien être. Alors, c'est pas des empreintes toujours d'une netteté extraordinaire, mais quand on a une empreinte quand même pas trop mauvaise et qu'on voit absolument pas à quel animal connu ça peut correspondre, on finit par se poser des questions. Ce sont des traces qui font pratiquement 25 cm de diamètre sur 40 cm de long. Ce sont des traces qui ont été trouvées toujours sur le même îlot, sur le fleuve Odja au Cameroun, sur une partie montante, puisque ce sont des îlots quand même assez importants au niveau superficie. On a eu en 2019 aussi, on a répertorié sur un îlot central en période de pluie en particulier des traces avec une grande queue sur le sable qui ne pouvait pas être la queue d'un éléphant, etc. Ces traces sont véritablement, et sans nous enorgueillir de cela, nous sommes la première équipe à montrer ces traces à la communauté scientifique qui n'arrive pas à donner un nom scientifique à ces traces. Alors bien sûr, il y a des détracteurs, ils nous disent oui, mais ça peut être plusieurs animaux qui sont venus les uns sur les autres, etc. Mais les traces que nous avons relevées sont tellement nettes et visibles, et il y a aussi un cheminement de ces traces. On voit que, par exemple, ça part du fleuve pour aller sur l'île et repartir dans le fleuve. Eh bien, on se fie d'abord aux pisteurs, les gens du coin, qui nous disent on n'arrive pas à connaître ces traces. Alors ça, c'est un élément qui nous aide bien entendu à poursuivre nos recherches. Michel Ballot se donne certaines chances de vraisemblance pour sa quête. Benoît Grison, biologiste et sociologue des sciences. Il cherche en fait cet animal dans une zone du Cameroun, qui est frontalière d'ailleurs du Congo, qui est aussi grande que le Luxembourg et qui est constituée uniquement de forêts denses, où il y a surtout des pygmées qui y vivent, et c'est d'ailleurs grâce aux pygmées qu'il peut faire ces investigations, grâce à leur connaissance du terrain. Et puis, cet animal qui est parfois plus guère signalé dans d'autres régions, alors les sceptiques diront, ils ont peut-être raison, c'est parce que c'est un animal mythologique et que les gens sont lassés de cette mythologie. Mais les moins sceptiques diront aussi, c'est peut-être parce qu'il est en train de disparaître de ces régions, cet animal est encore beaucoup signalé. Donc, dans la région du Cameroun frontalière de celle du Congo, où il enquête, dans ce parc naturel de la Lobéké, aussi grand que le Luxembourg. Donc, il a à la fois des témoignages frais de première main, dans un contexte écologique qui est crédible, c'est-à-dire c'est une forêt primaire qui, pour l'instant, est largement intacte, même s'il y a malheureusement des projets de déforestation, et qui est grande comme la surface du Luxembourg. Donc les conditions de possibilité pour Michel sont réunies pour qu'un tel animal, grand vertébré inconnu amphibie de plusieurs mètres, puisse exister dans ce milieu. Si on rajoute que les témoignages sont de qualité et sont parfaitement recoupés, c'est très encourageant. C'est possible. Mais est-ce que ce grand vertébré inconnu et amphibie pourrait être un dinosaure, comme on le pense depuis si longtemps ? Laissons celui qui le connaît le mieux nous donner son avis sur la question. Il est certain que l'allure générale fait penser à un dinosaure. On ne peut pas réfuter cet aspect que nous donnent les témoins. Tête de serpent, grand cou, masse corporelle égale à celle à l'éléphant, c'est impressionnant. Mais d'un point de vue scientifique, et c'est la grande majorité des scientifiques qui le disent, eh bien, ça ne peut pas être un dinosaure. Qu'est-ce que ça peut être ? Eh bien, ça peut être un grand mammifère semi-aquatique que nous ne connaissons pas encore, ou alors un grand reptile que nous ne connaissons pas encore. Ça peut être un varan géant qui, les varans ont un cou assez court, mais avec l'évolution, un varan aurait pu effectivement, pour son alimentation, etc., aurait pu allonger son cou. La thèse du dinosaure me paraît difficilement acceptable. Vous en pensez quoi ? Vous pensez que c'est possible qu'il y ait encore un dinosaure qui se balade dans les forêts en Centrafrique ? Dans les marécages, plutôt. Non seulement je pense que c'est possible, mais je veux que ce soit possible. Egon Kragel, passionné de cryptozoologie. Je l'espère de tout mon cœur, oui, et pourquoi pas ? On sait que cette partie du bassin du Congo
absolument vierge. Il y a des tas d'endroits dans lesquels nous n'avons jamais mis les pieds. Pourquoi pas ? Vous n'avez pas abandonné l'idée de le découvrir un jour et de révéler son existence au monde entier. Est-ce que vous pensez que vous allez le trouver un jour ? Vous n'êtes pas découragé ? Vous savez, je suis le maillon d'une chaîne. Michel Ballot. Avant moi, il y a eu des gens qui l'ont cherché. Après moi, il y en aura certainement d'autres. Si je le trouve, eh bien, c'est la chance, parce que ce sont des zones sur des milliers de kilomètres carrés, de forêts montagneuses, et c'est très 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 difficile. Ce sont des zones à éléphants de forêt et à gorilles de plaine, mais on ne voit pas les animaux. Quand vous voyez un éléphant de temps en temps, c'est extraordinaire. Les animaux sortent tous la nuit. Le Mokele, j'espère au moins en apporter la preuve. Ici Worldwide News. Le dernier bulletin reçu d'Ed Malone, correspondant spécial du Global News Service, nous précise que maintenant l'expédition Challenger survole des déserts complètement inexplorés. L'avion du professeur Challenger vole vers une destination secrète, son monde perdu. Dans le prochain épisode, vous ferez connaissance avec l'homme congelé du Minnesota. C'est l'énigme la plus incroyable, mais aussi la plus frustrante de toute l'histoire de la cryptozoologie. Le 17 décembre 1968, au fin fond du Minnesota, Bernard Heuvelmans, l'inventeur de la cryptozoologie, pénètre dans la roulotte d'un forain qui expose un spécimen étrange d'homme-singe conservé dans de la glace. Ce que Heuvelmans a sous les yeux va changer sa vie. Lorsque vous l'avez vu, quelle a été votre impression ? Stupéfait. Il avait une très grosse tête. La disposition des poils était tout à fait différente de celle des velus humains. Mais qu'est-ce que c'est ? Tous les épisodes de la série consacrée aux créatures mystérieuses sont disponibles sur la page podcast du site lapremière.be ou sur Ovio.